Bon, bonjour à tous. Du coup, mon nom est Hervé Ivikel. Je suis professeur, ce qu'on appelle professeur assistant, ou professeur docteur ici, à l'Université de Campinas, qui est dans l'État de São Paulo au Brésil. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un peu deux choses. Une partie de ma vie. Et l'autre, ça va être un peu de la recherche que je fais aujourd'hui. Alors, vous présenter une partie de ma vie un peu pour vous montrer un exemple de carrière académique de quelqu'un qui est parti à l'autre bout du monde. Euh, allons-y. Du coup, je vais faire une intro, c'est plutôt là que je vais raconter ma vie, et après vous parler de ma recherche, qui est plutôt en relation avec comment programmer les supercalculateurs. Et du coup, vous parlez de high performance computing, des modèles de programmation parallèles, des outils pour faire du développement pour ces supercalculateurs, des applications et des résultats qu'on a eu un peu en interne dans notre équipe. Donc, pour commencer, je vais revenir un peu au début. Alors, le début, vous le connaissez un peu, en fait. Je viens de Bretagne. Donc, souvent, je montre la carte d'Astérix parce que les Brésiliens connaissent bien Astérix et ça leur permet de voir un peu où est la Bretagne. Parce que quand on leur dit Bretagne, du coup, ça leur parle pas forcément. Euh, et du coup, j'ai débuté ma carrière académique à l'université de Rennes, principalement à ce qu'on appelait à l'époque l'IFSIC, je crois que c'est l'ISTIC maintenant. Donc à Rennes. Alors, juste pour vous donner une petite idée, du coup, j'ai fait ma licence et mon master entre 2004 et 2010 à Rennes. Après, j'ai commencé une thèse. En fait, c'est une thèse collaborative entre Rennes et l'INSA. Donc, j'étais encadré par Emmanuel Casso de Rennes. En fait, c'est la partie de l'équipe, une partie qui est à Lannion, à l'ENSAT. Et Michael Rollet à l'INSA, donc qui est parti chez Athènes. Du coup, j'ai fait toute ma thèse. Bon, en fait, j'étais plus localisé en fait à l'INSA, mais bon, c'était une collaboration entre les deux. Durant cette thèse, j'ai fait 4 mois un échange de recherche à Tampere, en Finlande. Et je pense que c'était un bon, ça a été un bon marqueur dans mon parcours, parce que ça m'a permis un peu de me rendre compte que j'étais capable d'aller vivre dans un pays étranger, que je n'étais pas capable de parler une autre langue pour travailler. Je pense que mon anglais, il s'est énormément amélioré pendant ces 4 mois-là. Donc, ça a été une des choses qui a fait que je suis au Brésil aujourd'hui. Je pense que ça m'a bien marqué. Bon, après ma thèse, je suis resté un peu plus longtemps à l'INSA. Du coup, je suis resté 1 an à faire un jet de recherche sur un projet de recherche avec Michael. Euh, et donc, voilà, c'était le début. Et après, je suis parti à l'autre bout du monde. Donc, du coup, je suis parti au Brésil. Je suis parti en particulier dans l'État de São Paulo. Donc, le truc avec le Brésil, c'est que c'est super grand. Ça fait à peu près, je sais pas, c'est à peu près comparable à la taille de l'Europe. Je crois que ça doit faire un peu moins, mais peut-être un peu plus. Enfin, bon, j'en sais rien. Je me rappelle plus exactement. Mais du coup, voilà, je suis parti à l'État de São Paulo. Donc, c'est dans le sud-est. C'est dans la région du sud-est du Brésil, ce qu'on appelle le sud-est. Et donc, du coup, dans l'État de São Paulo, j'habite dans la ville de Campinas. Donc, en général, les gens ne savent pas forcément, mais bon, du coup, il y a un État de São Paulo qui est à peu près par là. Il y a la ville de São Paulo, que vous appelez en général Sao Paulo. Et un peu plus dans les terres, du coup, on a Campinas, ça fait à peu près 3 heures de route de la côte, du littoral. Et je suis allé à l'université de Campinas, l'université estaduale de Campinas. Du coup, c'est pour ça que
j'ai mis cette petite photo de présentation du séminaire. En fait, c'est un peu un breton qui arrive chez les Indiens. Quand je suis parti au Brésil, pour moi, le Brésil, c'était un peu un mélange entre Rio de Janeiro et l'Amazonie. Bon, je pense que j'ai rapidement découvert que c'était quand même beaucoup plus que ça, que le pays est tellement grand qu'en fait, il y a des cultures vraiment très variées. Si vous allez en plein milieu de l'Amazonie et si vous allez au sud du Brésil, hein, c'est vraiment totalement différent. Ou si vous allez au nord-est. Donc ça, c'est un peu un cliché, on va dire. Encore plus que c'est plutôt l'Amérique du Nord hein, qui sont en train de visiter là. Oups, désolé. Et du coup, la deuxième partie de mon parcours, donc du coup, je suis parti en postdoc à l'Unicamp, donc l'Université de Campinas. J'étais encadré par Guido Araujo, qui est quelqu'un qui fait de l'architecture et de la compilation depuis longtemps. Durant mon postdoc, donc, du coup, mon postdoc, il a duré 5 ans, donc c'est pas forcément facile de faire un postdoc durant 5 ans. Durant ces 5 ans, j'ai eu l'opportunité d'aller passer 1 an à Barcelone, au Barcelona Supercomputing Center. Donc ça m'a permis de m'orienter plus vers les supercalculateurs et ce genre de choses. En venant d'Espagne, je suis rentré comme chercheur sur un projet avec Petrobras. Donc, du coup, Petrobras, c'est l'entreprise de pétrole publique brésilienne. Et du coup, cette entreprise, elle est très consommatrice de supercalculateurs, de calcul haute performance. Parce que en fait, pour rechercher le pétrole, en fait, il y a beaucoup de grosses simulations et ce genre de choses. Et du coup, c'est eux qui financent une grosse partie des infrastructures au Brésil pour le calcul de performance. Du coup, tu as tous les gros supercalculateurs en Amérique du Sud et par Petrobras. Et c'est une entreprise publique, donc c'est un peu une partie de. Pour l'instant, ça va peut-être changer, mais donc c'est un peu l'État qui investit dans des infrastructures de recherche. Et je crois que c'était en 2020, il s'est ouvert un concours là, de prof, et je me suis dit, ah, bah, tiens, pourquoi pas, je vais essayer, je me plais bien au Brésil. Et du coup, j'ai réussi à passer, il y avait 14 candidats, je crois. Mais en fait, le profil était il cherchait un profil d'architecture, entre architecture et compilation. Et du coup, j'ai eu l'avantage parce que c'était bien mon profil, j'étais bien entre les deux. Et j'ai réussi à passer. Et donc, depuis, ça a mis un peu de temps avec la pandémie, mais en fait, à peu près 8 mois après, j'étais embauché en tant que professeur assistant. Donc, ce serait l'équivalent de maître de conf en France. À la fac. Et du coup, bah maintenant, je suis bien parti pour rester ici jusqu'à la retraite. On verra. Mais bon, pour l'instant, c'est à peu près l'idée. Alors, juste pour vous donner une idée de ce que c'est que mon université, qui est l'Unicamp, du coup, c'est une université publique. C'est une université publique qui dépend de l'État de São Paulo. Parce qu'en fait, le Brésil est un État fédéral. Du coup, il y a le gouvernement fédéral. Alors, on a des universités fédérales. Et on a des universités estaduales qui vont dépendre d'un des États du Brésil. Et du coup, là, ça dépend de l'État São Paulo, qui est l'État le plus riche du Brésil. Donc ça offre quand même des avantages. Juste pour donner quelques chiffres, bah, c'est plutôt un modèle américain d'université. Donc en gros, on a l'équivalent de la licence, mais qui n'est pas vraiment un équivalent, parce que du coup, ça dure 5 ans, ce qu'on appelle la graduation. On a à peu près 20 000 étudiants de graduation, donc c'est quand même une grosse université. Et après, on a ce qu'on appelle la post-graduation. Donc, en gros, c'est le master et le doctorat. Et là, il y a à peu près 17 000 étudiants. En plus, il y a un lycée technique qui forme à peu près 3 000 étudiants. C'est 9 000 employés.
dont 1800 professeurs. Et en plus, on a un hôpital universitaire qui est un peu euh, à la pointe de la technologie ici. Pour vous donner une idée, on a des gens qui déménagent près de notre université parce que en fait ils veulent être soignés à l'hôpital parce qu'ils ont des maladies rares ou compliquées, ce genre de trucs qui va pas forcément être facile de soigner à notre endroit au Brésil et du coup qui vont déménager ici pour profiter des soins des soins d'hôpital. Alors, en général, dans les rankings internationaux, cette université est considérée comme la deuxième meilleure université du Brésil, après, après l'université de São Paulo, ce qu'on appelle la USP. Et alors, si on regarde un peu les rankings d'Amérique du Sud, bon, on est dans les 4 premiers, je pense, 4 ou 5 premiers, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, pour vous donner une petite idée. Alors, ça, c'est quelque chose que je ne savais pas du tout. En fait, j'ai eu un peu de la chance d'atterrir à Campinas. J'ai vu un postdoc qui est passé devant moi et du coup, j'ai saisi l'opportunité. Mais du coup, je ne me rendais pas du tout compte du niveau de l'université. Bon, pour passer un petit peu sur ma recherche, maintenant que j'ai raconté un peu ma vie, du coup, quand j'étais à l'INSA, j'étudiais les codecs vidéo, ce qu'on faisait beaucoup avec Michael, et comment les programmer sous forme de modèles dataflow. À l'époque, c'était plus des modèles dataflow dynamiques basés sur le RDCcal. Et essayer de les mapper sur ce qu'on appelle des embedded multicore platforms, donc des SOC multicore qu'on aurait potentiellement sur des téléphones ou ce genre de choses. Quand je suis parti au Brésil, en fait, j'ai changé un peu de thème. En fait, j'ai commencé à étudier le calcul scientifique dans le cloud. Donc, c'était un peu différent. Donc, ça m'a mis au début, il faut quand même réapprendre quand même pas mal de choses. Mais bon, c'était bien intéressant. Et finalement, je suis parti je me suis encore un peu plus détourné. Et maintenant, j'étudie encore un peu plus les supercalculateurs. Donc ici, c'est le supercalculateur qu'on a à Barcelone, qui est dans une chapelle qui est assez, il est assez exceptionnel, ce supercalculateur, parce que dans une chapelle, c'est assez joli. Et du coup, c'est le Mare Nostrum. Alors à l'époque, c'était le 4. Alors je pense qu'ils sont en train de construire un autre là, ou le changer. Mais bon, c'est pas le. Atos était C'est pas content, le... ils ont eu un contrat avec eux. D'accord? Non, en fait, c'était le Brésil qui me payait pour aller. En fait, dans ma bourse de postdoc, j'avais l'opportunité de faire un stage d'un an à l'étranger. Et du coup, c'est le Brésil qui me payait pour aller à Barcelone. Non, non, Donc, c'est pas ce que je disais. Je disais juste que BSC, leur dernier supercomputer, il a été acheté à Atos, ils étaient contents. ah, d'accord. Désolé de t'avoir coupé. Non, pas de problème. Bah, si vous avez d'autres commentaires, allez-y, hein. Pas un problème. Mais alors, qu'est-ce qui est le centre, le point commun de tout ça? En fait, c'est principalement le besoin pour la parallélisation. Donc, ça, c'est ce que vous avez déjà dû entendre pas mal de fois. Les processeurs, ils augmentent plus en fréquence avec le frequency et Powerwall. Et du coup, il faut qu'on multiplie le nombre d'éléments qui vont faire les calculs si on veut aller plus vite. Donc ça, c'est vrai à toutes les échelles. Donc c'est vrai au niveau du cluster. Donc j'ai multiplié le nombre de nœuds du cluster, le nombre d'ordinateurs en fait, le nombre de serveurs. C'est aussi vrai pour le nombre de processeurs, le nombre de cœurs. Mais ça peut être aussi la vectorisation ou ce genre de choses. Ce qu'on voit beaucoup maintenant, c'est les accélérateurs, que ce soit les cartes graphiques, les FPGA, ou même on pourrait dire les accélérateurs quantiques qu'on devrait voir arriver à un moment. Et donc, on arrive à cette partie de calcul haute performance et supercalculateur. Bon, juste pour... Je sais que vous n'êtes pas forcément une équipe très super
calcul de haute performance, plutôt système embarqué. Du coup, juste pour qu'on soit tous un peu au point, donc le calcul haute performance, c'est la capacité de traiter des informations et des calculs complexes à haute vitesse. Alors aujourd'hui, on est récemment arrivé à l'exascale computing. Donc, je crois que c'est avec le supercomputer, le supercalculateur Frontier aux États-Unis qui vient d'être installé. Et du coup, l'idée, c'est rapidement d'arriver dans le Zetascale. Mais bon, ça, c'est encore à l'état du futur. Et la meilleure moyen de résoudre ces problèmes, c'est d'utiliser des supercalculateurs. Donc, c'est des milliers, des centaines, voire des milliers de nœuds qui sont connectés tous ensemble et qui vont réaliser une application quelconque. On a, par exemple, ça c'est du top 500 des supercalculateurs, ça c'est le supercalculateur le plus rapide au monde, c'est le Frontier, qui vient d'être installé aux États-Unis, à base de processeurs EPYC et des cartes graphiques d'NVIDIA. On en a un autre, c'est le second, qui est au Japon, c'est le Fugaku, qui était le premier jusqu'à très récemment. Et lui, la particularité, c'est qu'il n'a pas de carte graphique. En fait, il est uniquement basé sur des processeurs ARM. C'est les processeurs ARM de Fujitsu qui sont un peu différents de ceux qu'on a dans nos téléphones et ce genre de trucs. Mais bon, c'est un peu la même idée. Et celui-là, maintenant, il est passé en deuxième, mais il est resté premier pendant un bon moment. Donc, juste pour qu'on soit un peu d'accord, un supercalculateur, en fait, c'est en gros basé sur trois choses. Euh, un ensemble de nœuds de calcul interconnectés par un réseau à haute vitesse. Donc, en gros, ce qu'on a le plus souvent, c'est des réseaux InfiniBand. Donc, je ne sais pas si vous avez trop utilisé, mais c'est ceux qui vont jusqu'à 100 gigabits par seconde et qui ont un protocole plus simple que l'Ethernet, et donc en général, la latence est plus rapide, et des nœuds de stockage, donc c'est des autres serveurs qui vont stocker les informations. Donc ça, c'est en gros la base d'un supercalculateur. Bon, c'est quoi le problème des supercalculateurs? Bon, c'est la complexité, en fait. Donc, on a la complexité de la pile matérielle. On va avoir beaucoup de nœuds, on va avoir des accélérateurs, on va avoir des interconnexions entre les nœuds qui ne sont pas forcément simples. On va avoir une hiérarchie de switch, par exemple, ce genre de choses. Et aussi une hiérarchie mémoire relativement complexe, encore plus que normalement, parce qu'on va avoir des nœuds du stockage qui va être sur des nœuds du réseau. Et ça fait qu'on a une pile software, une pile logicielle qui va être aussi compliquée. On va avoir plein d'API différents, des compilateurs, des runtime et des librairies pour les applications. Donc ça va compliquer pas mal le problème. Bon, comment est-ce qu'on programme aujourd'hui les supercalculateurs? Bon, on a à peu près quatre langages de programmation qui sont les plus connus. Le Fortran, qui est encore beaucoup utilisé aujourd'hui, qui historiquement était vraiment le langage par excellence du calcul de performance. Bon, le C++, parce qu'aujourd'hui, il y en a un peu partout, et que au niveau des structures de données et tout ça, c'est quand même celui qui arrive à faire des trucs le plus efficaces, on va dire. Et le Python, parce qu'aujourd'hui, Python, voilà, c'est le langage des data science et du machine learning, de l'intelligence artificielle. Mais bon, ce qu'il faut savoir avec le Python, c'est que la plupart des bibliothèques vont être codées soit en C, C++, soit en Fortran, soit des choses comme ça.
Et on a le Julia, qui est un langage relativement récent, mais qui a pas mal de succès en fait avec le monde du calcul scientifique, avec les scientifiques, parce qu'il permet d'exprimer les problèmes de manière plus simple. Donc, il commence à percer un peu, et puis après, on va avoir tout un tas de domaines spécifiques language. On pourrait parler aussi du Rust, mais le Rust, il n'a pas encore trop percé dans le monde du calcul de haute performance. Mais bon, ça arrivera sûrement à un moment. Mais ces langages, en général, c'est pas suffisant pour programmer les supercalculateurs. Donc, on va avoir besoin d'autres API. Par exemple, Thread et OpenMP pour faire du multithreading, ce que vous connaissez sûrement. Pour programmer des accélérateurs, on va avoir CUDA, OpenCL, et on commence à avoir OpenMP aussi. Et pour programmer les clusters, donc pour faire du calcul distribué, on va beaucoup utiliser MPI. Bon, et éventuellement MapReduce et Spark, mais ça c'est plutôt réservé pour le monde du cloud. En fait, on peut voir qu'il y a beaucoup de relations au bout d'un moment avec le monde des supercalculateurs et du cloud, mais il y a quand même quelques différences. Et aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus MPI qu'on utilise sur les supercalculateurs. Bon, le gros problème de tout ça, c'est que c'est relativement bas niveau. Et en plus, c'est qu'en général, les applications, elles utilisent des combinaisons de tout ça. Donc, en général, ça va être MPI plus OpenMP, MPI plus CUDA. Et du coup, ça fait juste que compliquer la manière dont on va programmer notre supercalculateur. Alors, ça fait que c'est compliqué. Et du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup de développements qui sont faits pour avoir des modèles de programmation de plus haut niveau. C'est un peu ce que je faisais durant la thèse avec les modèles DataFlow. Dans le monde du calcul haute performance, du coup, il y a beaucoup aujourd'hui de propositions à base de modèles de tâches. Donc, on va avoir par exemple des nouveaux langages genre Chapel, des librairies C++ comme Legend qui est beaucoup poussé par NVIDIA, Charm, StarPU qui a été fait par des équipes françaises, des équipes de recherche françaises, UPC++ qui est un peu moins connu. On va avoir des extensions à Python comme Dask, Ray, Legate qui est basé sur Legion, du coup poussé aussi par NVIDIA. Et du coup, en C++ directive, donc des trucs plus proches de OpenMP, nous on développe ce qu'on appelle OMP Cluster, donc ce qu'on appelle en plus simple OMPC. Donc, notre proposition, c'est de réussir à programmer des clusters ou des supercalculateurs en utilisant seulement OpenMP. Alors après, je vais présenter un peu comment on fait ça. Alors, juste pour vous donner une idée, pour ceux qui ne savent pas trop, programmer à base de tâches, par exemple avec OpenMP, ce serait par exemple avoir ce petit programme qui va exécuter trois fonctions, A, B, C et D. Et du coup, on ajoute des directives, c'est ce qu'on fait beaucoup avec OpenMP, hein, on ajoute des directives au programme, donc c'est pragma, et on dit, cette fonction A, ça va devenir une tâche, donc on va avoir 4 tâches dans le programme, et on décrit un peu on décrit les dépendances qu'on a entre nos tâches. Donc là, c'est une dépendance en sortie de X, donc ça veut dire que A, il va écrire dans X, et que du coup, après, B, lui, il va lire et écrire X, etc., etc. Et grâce à cette tâche, on va réussir à créer un graphe de tâches. Donc, ça ressemble un peu à un graphe Dataflow au final, hein, c'est un DAG. Sauf que la sémantique derrière n'est pas forcément la même. Et grâce à ça, on va réussir à déceler facilement le parallélisme dans les applications et du coup faire de l'ordonnancement. Donc, par exemple, ici, on pourrait exécuter A en premier, après B, et finalement exécuter C et D en parallèle parce que du coup, on n'a pas de dépendance entre C et D. Donc ça, c'est la vision simple de comment programmer et escaloner, on va dire ordonnancer avec des tâches, ce que là, beaucoup d'entre vous devez connaître.
Bon, en fait, c'était un petit exemple, hein, mais on peut faire des graphes de tâches bien plus compliqués. Ça, c'est des graphes de tâches de Plasma. Plasma, c'est une application de algèbre linéaire. C'est un équivalent à l'APAC, si vous connaissez. Euh, et du coup, on peut voir qu'on peut avoir des graphes de tâches bien plus compliqués. Et du coup, ça va être, le problème va être relativement plus complexe pour ordonnancer ces cas-là. Bon, maintenant, si on parle d'outils de développement HPC, alors, de quoi on a besoin pour qu'un programmeur puisse développer une application sur un supercalculateur? Bon, c'est assez similaire à ce que n'importe quel programmeur pourra avoir besoin. On a besoin d'un compilateur. Le compilateur, il va créer l'exécutable et optimiser le code, tenter d'extraire le parallélisme. On va avoir besoin de librairies de runtime. Donc, en gros, c'est réussir à faire la communication et l'ordonnancement entre nos tâches pendant l'exécution. En calcul de haute performance, on utilise beaucoup des librairies qui sont beaucoup optimisées. Donc, par exemple, si vous voulez faire des multiplications de matrices, bon, bah, ça sert à rien de les réécrire à la main. Aujourd'hui, on a des bibliothèques genre BLAS et tous ces dérivés qui vont faire ça de manière très optimisée en utilisant toute la hiérarchie mémoire et tout ça. Pour des calculs un peu plus compliqués, on va utiliser des trucs comme l'APAC, où il y a beaucoup de versions de l'APAC aujourd'hui, hein. Bon, l'idée est toujours la même. En général, toutes ces bibliothèques-là, elles ont des routines compatibles, donc on peut passer de l'une à l'autre assez facilement. La grosse idée de tout ça, c'est on ne va pas réinventer la roue. Il y a déjà des gens qui ont beaucoup étudié tous ces problèmes-là, donc autant les réutiliser. Et dans le calcul scientifique, en fait, on a beaucoup de calculs numériques, de calculs d'algèbre linéaire, donc ces bibliothèques-là, elles sont très importantes. Et la dernière chose qu'on a besoin, c'est des outils pour faire le profiling et débugger nos applications. Parce que sinon, le programmeur, il a un peu de mal à développer tout ça. Bon, dans le cas de OMP Cluster, de notre projet, donc du coup, nous, notre idée, c'est de mettre la programmation du cluster de manière simple. Le programmeur, il va programmer juste avec OpenMP et il va mélanger des directives d'OpenMP, des pragmas d'OpenMP. Alors, ce que j'appelle les classiques, ça va être genre le parallèle fort sur une boucle, avec les targets. Alors, les directives de target en OpenMP, c'est pour programmer des accélérateurs. Donc, par exemple, si vous voulez programmer une carte graphique. Donc, notre modèle, il mélange un peu tout ça. Je ne vais pas trop montrer d'exemples ici, parce que je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais bon, je pourrais vous envoyer des infos si ça intéresse certains d'entre vous. Notre runtime, il est basé sur LLVM. Donc, en fait, on a étendu le runtime OpenMP de LLVM et on utilise LLVM comme compilateur. On l'a étendu pour les architectures distribuées. Et notre runtime, il va faire l'ordonnancement de tâches automatiques. Il va utiliser MPI pour faire les communications en dessous, mais en fait, le programmateur, il ne va pas avoir besoin d'écrire de MPI. Et ça, c'est bien parce que écrire un MPI, c'est pas forcément facile. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait, mais par exemple, c'est envoyer des messages. Donc, chaque process qui va envoyer un message, il faut qu'il ait quelqu'un qui va recevoir le message de l'autre côté. Et du coup, si on n'a pas une correspondance entre les send et les receive, en fait, on va avoir un deadlock et on va arriver sur un deadlock sur le programme. Et du coup, c'est vraiment pas simple à programmer sur des gros programmes. Du coup, le gros avantage de notre runtime, c'est qu'il n'y a pas besoin de programmer en MPI. Pourquoi est-ce qu'on utilise MPI? C'est parce que MPI, il a une portabilité aujourd'hui sur les supercalculateurs qui est immense. Il n'y a aucun framework pour calcul distribué qui est aussi compatible qu'MPI. Et du coup, on a aussi des mécanismes de tolérance à la faute.
Du coup, par exemple, s'il y a un nœud qui meurt pendant l'exécution, en fait, on peut continuer l'exécution. Ça, c'est très important parce que dans le calcul scientifique sur des supercalculateurs, vous pouvez avoir des applications qui vont tourner pendant une semaine, un mois. Donc, si vous avez un ordi qui bug, vous n'avez pas envie que toute l'exécution s'arrête. Ce serait un peu problématique. Bon, juste pour vous donner une idée, du coup, l'idée, c'est que le programmeur, il va spécifier où sont les tâches, un peu comme je vous montrais avant sur le petit exemple. Quelles sont les dépendances avec les tâches? Alors, le truc en plus qu'il va avoir à faire, c'est exprimer un peu comment sont divisées les données et comment les données sont envoyées dans le nœud qui est le chef, ce qu'on appelle le head node, et les nœuds travailleurs, les worker nodes. Et du coup, le runtime, lui, va prendre, il va automatiquement, il va décider quand est-ce et où on va ordonnancer les tâches. Donc en fait, il y a le nœud chef on va exécuter le programme, qui va générer un ensemble de tâches. Et ces tâches, elles vont être envoyées aux nœuds qui vont travailler et exécuter. Et entre chacune des tâches, éventuellement, s'il y a besoin, on va passer les données d'un des nœuds du cluster à l'autre. Et comme ce que je disais, bon, on va avoir des mécanismes de tolérance à la faute. Donc ça, c'est le fonctionnement global d'un système, d'un runtime de tâches sur un supercalculateur. Alors, si vous faites, on fournit aussi toute une interface pour faire comment on dit déjà, du profiling, bon, je vais dire du profiling, de l'application. Alors, ici, on utilise Chrome Tracing, donc c'est l'application pour voir du profiling de Chrome. Alors, ici, à droite, là, vous avez les listes de nœuds. Donc, par exemple, on va avoir le nœud qui est chef, et on va avoir quatre nœuds travailleurs. Dans chacun de nos nœuds, on va avoir plusieurs threads. Donc, c'est chacune des lignes là. Et après, on va voir le temps d'exécution et les événements qui vont se passer. Alors, par exemple, ici, ça va être une tâche qui va s'exécuter. Et là, on va avoir une communication. Alors, on peut étendre, on peut ouvrir un peu ces trucs-là pour voir un peu plus. Mais en fait, on va se rendre compte que ce genre de profiling, c'est assez. Plus on va avoir un nombre de nœuds grand, plus ça va être compliqué. Et du coup, il faut qu'on arrive à développer des outils pour essayer de faciliter la lecture et tout ça. Hervé, tu veux Ouais. bien les questions ou tu veux les questions à la fin? Tu peux poser maintenant. Ouais. J'ai une question de curiosité. Quand tu as un graphe comme ça, tu vois quoi en fait? Est-ce que tu vois que c'est bien balancé, que c'est bien, qu'il y en a Alors trop? déjà, c'est pas un graphe, hein, c'est plutôt une trace. Un graphique. Ouais, un graphique. Alors, dans celle-là, tu pourrais dire que tu as quand même beaucoup de blanc entre les tâches. Ouais. Ok. En général, quand c'est bien, quand c'est une application qui va utiliser beaucoup, ça va être bien chargé dans tous les sens, tu vois. Ok. Et du Donc coup, là, si il y tu a, veux il y a savoir sur. pourquoi il y a plein de blancs, est-ce que le graphique te permet d'avoir un peu Justement, c'est un peu le truc, c'est un peu compliqué de voir ça comme ça. Et du coup, soit tu vas faire un zoom in, et du coup, tu vas aller voir un peu plus dans les détails. Ou soit il faut développer des techniques qui vont t'aider à trouver le problème. Ok. Et encore, dans ce cas-là, c'est ce que je te dis, hein, c'est un exemple avec 5 nœuds au final. Donc, si on imagine un cluster avec des milliers de nœuds, en fait, ce problème, il va augmenter de manière exponentielle parce que ça va être carrément illisible pour voir un peu que ce soit. Ok, ouais. Donc, justement, j'en arrive, s'il veut bien passer, voilà, c'est assez difficile de lire. Et du coup, j'en arrive au challenge de développer ce genre d'outils. Bon, je vais passer directement au dernier parce que c'est en relation avec le profiling. C'est comment est-ce qu'on arrive à extraire des métriques qui vont aider nos utilisateurs à trouver les sources du problème, quelle est la scalabilité de notre application, et comment présenter aussi la partie la plus importante
de notre profiling. Donc, c'est par exemple faire des analyses de critical path pour essayer d'extraire ces parties importantes. Bon, au niveau du runtime, on a d'autres challenges qui vont être par exemple comment réduire l'overhead du runtime. Alors ça, par exemple, pour les gens qui font du dataflow statique, ils vont dire ah bah c'est mieux d'avoir une application qui soit statique et que on fait tout à la compilation, comme ça on n'a plus d'overhead. C'est vrai. Mais bon, c'est pas forcément facile de faire toutes nos applications de manière statique. Dans le cas des runtimes de tâches, on a des granularités qui peuvent être aussi petites que 1 milliseconde. Donc c'est quand même relativement, c'est quand même bien petit. C'est pas forcément toutes les applications qui sont comme ça. Bon, on a un problème classique d'ordonnancement. Bon, ça, c'est déjà un problème qui a été super étudié dans la littérature pour à peu près tous les problèmes possibles et imaginables. Donc, ça, c'est dur de faire une contribution là, mais bon, il faut quand même résoudre le problème. Comment optimiser les communications dans un système distribué, le principal problème, c'est la communication. C'est là où on passe le plus de temps. Et du coup, on fait beaucoup ce qu'on appelle les opérations collectives. Donc, par exemple, un broadcast, une réduction, gather, scatter. Donc, on essaie de trouver le meilleur moyen de faire une communication entre plusieurs nœuds. Et du coup, l'idée, c'est de faire des opérations collectives qui soient task-aware, qui soient compatibles avec ce modèle de tâche. Comment intégrer des mécanismes qui soient tolérants à la faute. Alors, par exemple, faire des checkpoints, des points de sauvegarde en fait, intermédiaires, et comment réussir à récupérer nos erreurs. Bon, le reste, j'ai déjà dit. Alors, au niveau des applications, bon, ça, c'est un truc important. Quand vous développez un runtime, vous avez toujours envie des applications. Même si on est totalement compatible avec OpenMP classique, en fait, on s'est rendu compte assez rapidement que c'est pas pour ça qu'on arrive à récupérer toutes les applications d'OpenMP, parce qu'en général, les applications, même s'il y a des applications de tâches, même s'il y a des applications qui sont développées avec les directives pour programmer des cartes graphiques, en fait, en général, la granularité des applications n'est pas forcément adaptée à une exécution distribuée. Donc, il va falloir qu'on développe on a besoin d'utilisateurs qui développent des applications. Donc, c'est un peu le même problème que que j'avais à l'époque quand je faisais du Dataflow à l'INSA. Et donc, voilà. Donc, en ce moment, on développe ces applications-là. Donc, on a une application de benchmark. Donc, celle-là, c'est typiquement pour comparer notre runtime contre les autres runtimes de tâches. On développe des applications de librairie numérique, donc en particulier pour faire des calculs d'algèbre linéaire. Et on a des applications plus réelles, on va dire, d'images sismiques. Donc ça, c'est en relation avec ce que je vous disais de la Petrobras, qui fait de la prospection de pétrole, de puits de pétrole. Du coup, on a des applications full waveform inversion et une partie de la FWI, c'est la reverse time migration, qui est un problème de stencil assez connu. C'est étudier la propagation de l'onde dans l'eau. Donc, en fait, on a le bateau qui va se promener dans l'eau et qui va faire exploser une bombe d'air derrière lui. On va avoir une onde une onde d'air qui va descendre, pas d'air, mais une onde qui va descendre jusqu'au fond de l'océan, qui va remonter. Là, il y a des microphones qui vont enregistrer le retour de l'onde. Et à partir de ça, l'idée, c'est de créer une image du fond de l'océan pour trouver les puits de pétrole. Donc ça, c'est le problème de FWI et RTM. C'est les gros classiques de la prospection de pétrole. On a des problèmes de chimie moléculaire. Alors, collision cross-section. On a aussi des problèmes de mécanique. Donc, c'est des optimisations topologiques en utilisant des méthodes dites de Bézier. Voilà, c'est les applications qu'on essaie de développer en ce moment, mais on est toujours ouvert à développer d'autres applications, forcément.
Alors, juste pour donner une petite idée de nos résultats, alors là, on a exécuté notre runtime avec le benchmark, donc ce qu'on appelait, ce que j'ai appelé avant, c'est TaskBench. Donc, c'est un benchmark qui gère des graphes de tâches. Alors, par exemple, ici, on a 4 types de graphes de tâches. Donc, le trivial, c'est un graphe de tâches où il n'y a pas de dépendance. On a l'arbre, l'ostencil, qui est un des gros classiques, et la FFT. Alors, du coup, les dépendances sont un peu différentes pour chacun d'eux. Et du coup, on se compare. Donc, en bleu, on a notre runtime. En violet, Charm++, qui est un des grands classiques des runtimes de tâches. En vert, on a StarPU, qui doit être un des plus vieux, avec en fait, les deux plus vieux, je pense. Du coup, qui ont beaucoup d'expérience. Et en rouge, on a MPI, donc qui n'est pas un runtime de tâches, mais qui permet d'avoir une baseline. Alors, ce qu'on voit, c'est que notre runtime, en fait, quand le nombre de nœuds, alors, sur l'axe des Y, l'axe vertical, on a le temps d'exécution et horizontal, on a le nombre de nœuds du cluster. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est que quand le nombre de nœuds est encore relativement bas, notre runtime il est assez compétitif avec l'existant. Mais par contre, on a un problème de scalabilité. Plus on augmente le nombre de nœuds, plus notre runtime il empire. Et du coup, on a déjà identifié le problème, on est en train de travailler dessus. C'est assez. On est en train de se battre contre des gens, ça fait. Il y en a certains, ça fait 20 ans, voire plus, qui travaillent sur ce genre de choses. Donc, c'est pas forcément évident d'arriver à un truc Ah ouais? hyper compétitif directement. Ouais. Le temps, il ne devrait pas baisser quand le nombre de cœurs augmente? Enfin, Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on augmente la largeur du graphe à chaque fois qu'on augmente le nombre de nœuds. Donc, Ouais, d'accord. c'est ce qu'on appelle la weak scalability, je crois, Ok, donc si si je tu me es à rappelle plat, bien. c'est l'idéal, quoi. Ouais, l'idéal, c'est d'être à plat. Donc, en gros, ce que tu as avec MPI Ok. et StarPU, c'est l'idéal. OK? Ok. Euh, Et du coup, j'ai une petite question. ouais. Donc, du coup, vous générez du runtime qui utilise MPI. Pourquoi ne pas, puisque vous avez des graphes, est-ce que ce serait pas intéressant d'aller sur du StarPU à générer? Parce qu'en fait, au StarPU, en dessous, il va rajouter il va rajouter il va utiliser du MPI au final. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu faire ça. C'est pas forcément par là qu'on est parti. L'avantage, tu vois, ce qu'on voulait, c'était un peu explorer, avoir un runtime compétitif. Si on générait du StarPay, on n'aurait pas vraiment eu le contrôle qu'on peut avoir sur l'implémentation qu'on a aujourd'hui. Et Ok. ce qu'on essaye de pousser aussi, c'est qu'on fait ça dans LLVM. Notre idée, c'est qu'on arrive à envoyer ça dans le repo officiel de LLVM. Si on avait fait ça à base de StarPU, on n'aurait jamais pu le faire accepter par la communauté. Ça aurait été un truc trop dépendant d'une infrastructure que la communauté de LLVM n'avait pas le contrôle. Le fait de se baser sur du MPI, c'est un truc qui est déjà super respecté. Je veux dire, la communauté LLVM va accepter qu'on ait une dépendance à MPI. Le cas de StarPU, ça n'aurait clairement pas été le cas. Ok, d'accord. Merci. Mais c'est une vraie question. Et que des fois, c'est un peu, quand tu as un truc qui est assez vieux, tu te dis, bon, on peut peut-être refaire un truc, on n'a pas les mêmes bases, et on essaie de faire mieux. Pour l'instant, on ne fait pas encore mieux, mais on pense qu'on va y arriver avec un peu de temps, et on pense qu'on va réussir à les battre, en fait. Et il y a une grosse différence, c'est que notre modèle de programmation est beaucoup plus facile à faire. Le modèle de StarPU est très verbose. Et du coup, il faut écrire plein de choses et c'est pas forcément évident. Le fait d'utiliser OpenMP, quand on connaît la diffusion d'OpenMP aujourd'hui, on se dit qu'on peut quand même avoir pas mal de succès.
parce que bon, c'est un des plus gros API de programmation parallèle qui existent. Donc ça, c'est notre application c'est notre application de géophysique, là, de seismic imaging. Et du coup, là, l'idée, c'est, on a deux modèles de fonds d'océan différents et on regardait un peu quelles étaient nos performances. Et là, on a une accélération quasiment linéaire et donc on était assez content de nos résultats. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas été jusqu'à plus que 16 nœuds. Vous pourrez dire, ah, mais tu vas avoir le même problème si tu augmentes encore plus le nœud. C'est possible. Mais après, la différence, c'est que cette application, la granularité est beaucoup plus grosse que ce qu'on peut avoir dans notre application de bench. Ces applications-là, en fait, elles sont compliquées parce que justement, on stresse au maximum le runtime parce que c'est des tâches qui sont de petite granularité. Et du coup, c'est déjà un problème compliqué à résoudre. Donc voilà, donc juste pour résumer, bon, j'ai introduit un peu ce qui était calcul haute performance. J'ai aussi raconté ma vie un peu avant. Et ce qui était un peu les tendances aujourd'hui sur la programmation de supercalculateurs, les challenges qui impliquent de développer ce genre de runtime, ce genre d'outils, et les performances actuelles de notre runtime. Et donc, voilà, donc si vous avez d'autres questions, je suis Déjà, libre. merci beaucoup pour ta présentation déjà. Et merci pour l'invitation. Et du coup, on peut passer aux questions, effectivement. Mais moi, j'en ai peut-être une première pour lancer les choses. Euh, de ta thèse, finalement, qu'est-ce qu'il reste? Est-ce que mon impression, c'est qu'il y a quand même une forte corrélation entre les deux milieux et que finalement, programmer en HPC, programmer un multicœur parallèle, ça se ressemble quand même beaucoup. Est-ce que, déjà, est-ce que c'est de ton expérience, c'est effectivement le cas, ou est-ce qu'il y a des différences majeures qui font qu'en fait, c'est pas tellement comparable? Et si oui, pourquoi il n'y a pas, pourquoi il y a toujours pas de choses qui fassent les deux efficacement? C'est que oui, il y a beaucoup de choses qui sont comparables. La grosse différence, c'est le truc du calcul distribué, le fait d'avoir du réseau entre les nœuds. Je pense que c'est ça qui limite le fait que tu aies quelque chose qui puisse être implémenté pour les deux. C'est pas forcément je ne vois pas trop utiliser du MPI sur un système embarqué. Ce serait un peu. C'est pas forcément le plus efficace. Mais sinon, dans ce que j'ai réutilisé de ma recherche, il y a toute cette problématique de calcul parallèle. Donc là, l'approche était un peu différente entre du calcul de tâches et du data flow. Ce fait d'avoir quand même une mémoire partagée sur le calcul de tâches, ce que tu n'as pas forcément dans du data flow. Ça a changé un peu. Il y a ce gros truc d'être toujours entre la compilation et le runtime. Ça, c'est vraiment similaire. Mais alors, ce que j'ai vraiment dû apprendre, découvrir, et qui a été un peu dur, c'est vraiment toute la pile software qu'on a dans les supercalculateurs, qui est beaucoup plus complexe en fait que ce que tu as dans un système embarqué. Et ça, c'est pas forcément évident à comprendre en fait. Même la pile software et hardware au final, parce que même si l'avantage, c'est qu'on a dans le système embarqué, en général, tu commences à faire du design space exploration et du coup, tu commences à utiliser des FPGA. Et du coup, tu as une liberté de choix qui fait que des fois, c'est plus compliqué, ce qu'on va pas forcément avoir pour des supercalculateurs. Tu as ton supercalculateur qui est là, il faut que tu l'utilises. Mais par contre, la pile hardware et software, elle est plus complexe en général que ce que tu vas avoir dans un système embarqué. Donc ça, c'est un peu la différence. J'espère que j'ai répondu à ta question. Est-ce que je peux rebondir pour cette réponse? Du coup, tu dis la pile software est hyper complexe. C'est quoi la partie la plus complexe? Est-ce que c'est la gestion des tampons, des données tampons entre les cœurs? Est-ce que c'est le scheduling? Qu'est-ce qui cause cette complexité-là?
C'est déjà géré avec du calcul distribué, c'est vraiment pas simple. Alors, je sais pas si tu as déjà programmé en MPI, mais c'est pas forcément le truc le plus simple. Le fait de devoir avoir des send et des resave qui vont match tout le temps au long de ton exécution, c'est pas forcément facile de programmer. L'autre truc, c'est que tu as une pile, tu as une hiérarchie mémoire qui est encore plus complexe. Même une hiérarchie, parce qu'en général, par exemple, tu vas avoir deux sockets qui vont pas partager le même cache et tout ça. C'est des trucs qu'il faut que tu fasses bien attention. Euh, Tu vas avoir un nombre de threads qui va être, en général, qui est quand même plus grand que ce que tu vas avoir dans le système embarqué. Euh, Tu vas avoir une partie de ton stockage. Comme tu as des énormes quantités de données, en fait, il y aura une partie de ton stockage qui va être stockée euh, dans un nœud un peu plus loin. Donc, en fait, il faut que tu penses à cette latence du réseau. Tu vas utiliser, par exemple, plusieurs GPU comme accélérateur. Alors, il faut que tu penses à comment est-ce que tu vas faire la communication entre tes différentes cartes graphiques. Tu utilises avec des trucs genre, je sais pas si tu as déjà vu le NVLink de NVIDIA et genre de trucs, c'est pas forcément si simple que ça à utiliser. Par exemple, quand on a 8, tu as un système de ring, elles sont connectées en ring, donc tu peux pas accéder forcément chacune des données. Tu as tout le problème aussi d'accéder la mémoire entre le CPU et le GPU, qui n'est pas forcément évident. Bon, c'est une accumulation de choses qui fait que ça reste quand même assez compliqué. C'est pas pour ça que je dis que le système embarqué, c'est simple. Hein. Non, non, mais Parce que c'est clairement moins sophistiqué aujourd'hui. Après, ça va sûrement aller vers cette complexité-là. Donc finalement, si on veut prendre un coup d'avance, c'est bien d'aller là où c'est déjà complexe. Ok, Et du par coup, exemple, quand tu vois le système du Fugaku là, que je montrais au début, qui est entièrement basé à base d'armes et que tu n'as pas une seule carte graphique, bah là tu te dis que tu as un truc qui est peut-être un peu plus simple à programmer et qui est peut-être un peu plus proche de ce que tu as dans le système embarqué. Quoi. ouais. Est-ce que dans tes applis, il y a aussi des accès à des bases de données, du out of order, ou finalement, est-ce que ça ressemble beaucoup à du data flow, à des calculs sur stream? Hum, Est-ce que l'hypothèse Je, data je pense flow est que c'est bonne? Ah, non. je pense que c'est assez proche du data flow dans celle que j'ai. Ça va pas forcément être le cas de toutes, mais dans celle que j'ai, ouais, ça, je pense que c'est assez proche du data flow. Et Ok. c'est juste que ça va pas forcément être si facile que ça de l'exprimer en data flow pur. Ouais. Du fait que tu as des conditions, tu accèdes à tes données sur conditions, ce genre de choses? Ouais, par exemple. Je veux pas monopoliser les questions. J'ai une question plus philosophique après. Si personne d'autre pose de questions, je monopolise. En fait, moi, je suis désolé, j'ai dû m'absenter pendant 10 minutes, un quart d'heure. Donc, peut-être que tu en as parlé et j'ai pas entendu ce moment-là. Mais chez BSC, tu as bossé chez qui Alors, BSC, j'ai bossé avec Ravière. Comment il s'appelle déjà? Attends, j'ai un trou de mémoire. Attends, je vais retrouver son nom rapidement. Non, c'est pas très, très grave. Eduardo Quiñones, tu connais ou pas? De nom. Ouais. Non, parce que c'est vrai que, en fait, tu parlais d'autres applications. Moi, on essaye de travailler avec des gens qui sont en astronomie et forcément, en astronomie, c'est plutôt des systèmes comme ça qui les intéressent. Par contre, du coup, l'approche Dataflow, ça les intéresse. Le StarPU, ils connaissent bien. Ils connaissent aussi Dask. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Ouais, bah là, ce que j'en ai parlé à un moment. Ouais.
Ouais. Et du coup, c'est vrai que nous, on y voit pas mal de liens avec le data flow. Parce que tu sais, par exemple, c'est pas facile de faire des scènes et des récifs, mais sur les systèmes embarqués, avant, avant les nouveaux SOC, bah, tu étais obligé de faire du distribué. Donc finalement, les scènes et les récifs, on avait ce même problème-là. Et puis l'accès aux données, on a aussi le même problème, parce que si jamais ta mémoire elle est un peu loin, ça sert à rien d'avoir un vlive, parce que de toute façon, le temps d'accéder les données, tu ne peux pas tout faire. Donc, en fait, les problèmes, on les avait déjà dans le système embarqué, exactement les mêmes, mais à une autre granularité qui est beaucoup plus fine, quoi. Pas des terras de données à calculer, mais juste quelques kilos, quelques mégas, quoi. C'est les mêmes questions de pression arithmétique finalement derrière. Exactement, ouais. Mais finalement, la problématique, franchement, enfin, moi, elle me semble hyper proche. Alors après, bah, c'est deux communautés différentes, deux habitudes différentes, du vocabulaire différent. Il y a pas mal de choses, mais on se retrouve sur pas mal de choses. C'était ma question philosophique d'après, Jeff. Ah, Après, ok. le problème, je dirais, c'est un peu la même chose que dans les systèmes embarqués. Au final, tu te rends compte que souvent, il y a moyen de faire du data flow, mais en fait, les outils vont pas forcément te faciliter la tâche parce que tu vas pas penser en data flow. Euh, et du coup, j'ai mon impression avec les tâches, les modèles de tâches, c'est que tu te rends compte que c'est un peu du data flow qui est déroulé, data flow statique qui est déroulé. Donc, tu as déjà mis tes cycles, tu as déjà déroulé tes cycles de ton programme. Et au final, quand tu vois ce que sont en train de faire les dernières contributions dans le modèle de programmation en lui-même, tu te rends compte que tu as des gens qui commencent à réenrouler les cycles des modèles de tâches. Donc, par exemple, en fait, tu vas avoir une boucle qui va gérer tout un tas de tâches. Et du coup, ils changent un peu la manière dont ils modélisent cette boucle pour pas la dérouler complètement et avoir un truc qui soit plus efficace dans le runtime. Donc en fait, c'est un truc qui se rapproche un peu plus du modèle Dataflow, mais par contre, tu as encore, t'exprimes pas ton algorithme avec un stream de données, quoi. C'est vraiment ton stream de données, il est un peu représenté de manière implicite par le fait que tu vas avoir une boucle qui va s'appliquer sur une structure de données et qui va augmenter les index, par exemple, ou ce genre de choses, comme ce que disait Maxime un peu avant. Donc, je pense qu'il y a beaucoup moyen de faire du data flow, mais en fait, les gens, ils n'ont pas forcément la facilité de l'exprimer euh, en programmation, peut-être manque d'habitude et tout ça. Ça va peut-être changer un peu, hein. Je pense que ça change un peu aussi avec ce truc du big data et de la data science, où là, c'est beaucoup plus un truc de stream. Je ne sais pas si tu confirmes, mais a priori, tu sais, quand tu parles des positions des systèmes HPC, là, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en gros, pour quelqu'un comme toi, ou encore plus pire comme nous, en fait, tirer le max de la puissance des supercalculateurs, c'est pratiquement impossible, quoi. Faut vraiment être. Enfin, c'est vraiment les concepteurs du système qui arrivent à apporter des applis aux petits oignons pour pouvoir tirer la puissance max, quoi. Bah, ça, c'est sûr, parce que c'est fait, quand tu vois la complexité du truc, même les concepteurs, ils ont du mal. Alors, il faut avoir des applications qui soient super linéaires, en fait. Tu regardes les applications, par exemple, qui testent euh, les- le- le- la performance de ces supercalculateurs. C'est par exemple c'est l'Impact, qui est une application en Fortran qui est super linéaire. Donc c'est assez simple de faire ça de manière hyper parallèle. Mais sinon, si t'as des applications qui sont un peu plus complexes, pour arriver au maximum, c'est très compliqué. Comme il faut que tu partes bientôt, je pose ma question philosophique. Du coup, en fait, il y a
je trouve qu'il y a une difficulté dans nos domaines qui est de se positionner parmi plein de communautés. Tu en as au moins quatre. La communauté du calcul parallèle, la communauté du data flow et SIPS, et signal processing, la communauté de la compile et la communauté de l'archi. Et ces communautés-là, elles ont du mal à se parler, elles ont du mal à se citer les unes les autres. En général, elles se dédaignent un peu les unes les autres. Je ne parle même pas du temps réel, il y en a encore plein d'autres. Hein. Et est-ce que tu as des idées sur comment faire, bosser plus efficacement dans ce contexte et puis comment se positionner pour avoir de l'impact et s'interciter entre communautés? Et je pense que par exemple, le projet MLIR là, de Lattner, qui est un peu une extension de l'LVM, je pense que ça, c'est exactement le genre de projet qu'il faut aller voir pour toucher un peu toutes ces communautés. Parce que là, tu vas te retrouver avec la communauté du machine learning, la communauté de la compilation, mais du coup, il n'y a pas encore trop la communauté du signal processing, mais c'est un peu l'idée on essaie d'arriver avec Pedro. Et du coup, je pense que c'est un des moyens d'avoir des outils qui soient ouverts pour un peu tout le monde contribuer. Je pense que c'est un peu le problème qu'on a eu un peu jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on a plein d'outils différents et au final, les outils ne sont pas forcément adaptés pour tout le monde. Je pense qu'avec la maturité maintenant des software engineering, je pense qu'on y arrive un peu plus chaque fois. Et je pense que c'est un peu en train de se relier tout ça. Mais ça va mettre un peu de temps quand même. Ouais, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut surfer sur la hype d'une nouvelle méthode, en fait, et que c'est une façon d'aller cross-communauté. Ah, parce que je pense que cette méthode, elle a un bon impact de ce qu'on voit jusqu'à présent. Je pense que ça a un bon impact dans plusieurs communautés et que c'est un des moyens les plus simples pour toucher tout le monde. Ok. Après, Bah, ça me plaît bien comme réponse, parce qu'il y a d'autres hypes qu'on exploite en ce moment. Je ne les citerai pas, sinon Carole va me lancer des trucs électroniques à distance, mais vous pouvez te Je vider. disais bien que tu n'avais pas encore réussi à caler le RISC-V dans la Je l'ai discussion. pas dit. J'ai pas dit. Ah, il y a le RISC-V. Le RISC-V, c'est un bon exemple aussi. Parce que, par exemple, le RISC-V, aujourd'hui, c'est utilisé ils essayent d'aller de plus en plus dans le monde du HPC, le calcul de performance, et c'est un truc qui est déjà bien accepté dans le monde des systèmes embarqués. Lattner, il a bossé pour la société là, que j'ai oublié, SciFi. Bon, maintenant, il est parti, mais bon, il a quand même laissé sa marque. Tu regardes, par exemple, tu as un projet, je crois que ça s'appelle CIRCT, c'est un projet d'MLIR pour améliorer le monde de la synthèse. Donc, tu vois, un peu ce que voulaient améliorer Mathieu et Nicolas à l'époque. Sauf que voilà, c'est un projet qui a la participation de Lattner, qui est basé sur LLVM. Et je pense qu'ils peuvent arriver loin. Et voilà, tu vois, c'est aussi une autre communauté qui peuvent peut-être toucher. C'est par exemple la communauté entre les gens de la compile et les gens de la synthèse hardware, qui sont toujours un peu restés séparés. Et tu te rends compte, voilà, les outils de synthèse hardware, il y a un moment, ils étaient un peu à la ramasse parce que voilà, ils n'ont pas suivi le mouvement. Et je pense que ça va aider pour améliorer les choses, quoi. Donc, je pense que là, il y a un gros truc. Hein. RISC-V, MLIR, là, tu as tous les mots-clés pour arriver à un truc plutôt cool, je pense.